Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. On débute cette édition avec le 13 décembre qui en Chine marque le jour de mémoire nationale qui commémore le massacre de Nanjing de 1937. Une série d'activités se dérouleront dans la ville de l'Est de la Chine en souvenir des victimes des atrocités de la guerre. Une cérémonie commémorative s'est tenue au mémorial des victimes du massacre. Le drapeau national a été mis en berne. Des milliers de personnes ont assisté à la minute de silence. Une sirène résonnant dans toute la ville a retenti pour arrêter la circulation et inviter les habitants à se recueillir. La déclaration de la paix a été lue à haute voix et la cloche de la paix a été sonnée. Des dizaines de colombes ont été relâchées pour marquer l'anniversaire. Près de 300 000 personnes ont été assassinées par les soldats japonais pendant la période d'occupation de l'ancienne capitale chinoise. Durant le massacre qui a commencé le 13 décembre 1937, les viols et les assassinats sommaires s'étaient prolongés pendant près de 6 semaines. Il y a 78 ans, l'invasion japonaise a marqué le début de 8 ans de tuerie et de brutalité. À Shanghai, une zone pour les réfugiés a été établie par un prêtre français pour accueillir ceux qui avaient perdu l'espoir. C'était une zone démilitarisée dans la vieille ville de Shanghai pour les civils chinois. Entre le 9 novembre 1937 et le 16 juin 1940, cette zone était le dernier espoir pour des centaines de milliers de réfugiés de guerre comme Li Fengxiang. Il y avait d'innombrables réfugiés venus de Shanghai et d'autres endroits. Nous ne savions pas quoi faire et soudain, quelqu'un a crié « Ne paniquez pas ». Nous avons un lieu pour vous cacher où les Japonais ne viendront pas vous tuer. Alors j'ai couru vers cet endroit avec ma famille. Le héros qui a sauvé Li Fengxiang était Robert Jacquinot Bessange, un prêtre jésuite français. Il a joué les médiateurs entre Chine, Japon, Grande-Bretagne et France pour l'établissement de la zone de réfugiés de Nanshe, qui a été respectée par toutes les parties au conflit et les autorités des concessions. Priest who is neutral. He doesn't have political affiliation. Le prêtre qui est neutre n'a aucune affiliation politique. Il peut parler aux Japonais. Il a dit aux Japonais qu'il allait s'occuper des réfugiés à sa façon et a dit aux Chinois qu'il ferait ce qu'il pourrait pour les aider. Il a fait en sorte que les deux se mettent d'accord sur l'existence de cette zone. C'est une leçon pour le monde, comment faire s'entendre des parties à un conflit et faire en sorte que des groupes multinationaux travaillent ensemble à une cause commune. And multinational groups to work together for a common cause. C'était un modèle de zone de sécurité à succès. Le modèle Bessange a ensuite été suivi par l'homme d'affaires allemand John Rabe dans la ville de Nanjing, quand elle est tombée aux mains des Japonais. La zone des réfugiés de Rabe durant le massacre de Nanjing est très célèbre. En fait, la zone de Shanghai a été le modèle de cette zone de Nanjing. Et Jacquinot était le lien entre Rabe et l'armée japonaise à Nanjing. Or, la zone de Nanjing a échoué. Les envahisseurs japonais ont forcé les réfugiés à quitter le camp seulement 2 mois après sa mise en place. Certains réfugiés se sont alors rendus à Shanghai, mais la plupart ne l'ont pas fait. Le travail de Jacquinot a été salué dans le monde. The Shanghai zone, because it was such a successful model and it worked for almost 3 years. La zone de Shanghai a été un tel succès, a fonctionné pendant 3 ans pour tant de gens. Elle est devenue un modèle pour les autres zones de réfugiés et a été un important facteur dans le dialogue du Comité international de la Croix-Rouge qui a abouti à l'adoption d'un article de la Convention de Genève consacré aux zones neutres. To finally adopt in 1949 an article in the Geneva Convention on neutralized zones. La zone est aujourd'hui un site touristique et elle est remplie de rires et de joie. Son importance historique continuera à être connue à travers les âges. Hans Schippe était un écrivain et journaliste allemand. Il a été le premier volontaire juif à tomber au combat sur le sol chinois lors de la guerre contre l'agression japonaise. C'était un journaliste actif qui ne se laissait arrêter par rien pour raconter la véritable histoire de la Chine. Malheureusement, quelques jours avant Pearl Harbor,
Il est mort un pistolet à la main lors d'une bataille contre l'armée japonaise dans la province du Shantung. Le peuple chinois a érigé un monument à sa mémoire. Découvrons son histoire en images. En 1925, lors de son premier voyage en Chine, Hans Schipper a assisté au massacre qui a donné naissance au mouvement du 30 mai. Des milliers d'étudiants et d'ouvriers étaient rassemblés dans la concession internationale pour protester contre la répression et le meurtre d'un ouvrier chinois dans une usine textile japonaise. La police a ouvert le feu sur eux et fait 13 morts, des dizaines de blessés et une centaine de prisonniers. Rejetant la pression des autorités britanniques qui voulaient étouffer l'affaire, Hans Schipper a révélé la vérité. Durant la décennie suivante, il a suivi avec attention la cause du mouvement de libération nationale de la Chine. En 1938, il a eu l'occasion de réaliser des entretiens à Yan'an, le centre de commandement du Parti communiste chinois à l'époque. C'est là qu'il a rencontré le président Mao Zedong et d'autres dirigeants. Puis, petit à petit, il a réalisé l'importance pour un journaliste de partir au front. À l'automne 1941, il a laissé son épouse à Shanghai pour se rendre dans la province du Shandong, où il a entamé sa vie de reporter de guerre. Il réalisait interviews pendant le jour et écrivait la nuit. Certains prenaient des pilules pour dormir. Lui ne prenait pas pour dormir, mais pour stimuler son activité neuronale afin de pouvoir travailler plus. Plusieurs fois par jour, l'armée de la 8e route du PCC affrontait l'armée japonaise. Dans de telles circonstances, Schipper est rapidement devenu un véritable soldat. Il a eu son propre pistolet et combattait aux côtés de ses camarades. Si vous êtes journaliste, vous luttez avec votre stylo. Mais Hans a fait plus que cela. Il a combattu avec son stylo et son pistolet. Le 30 novembre 1941, une nouvelle fusillade a éclaté à l'aube. L'armée de la 8e route s'est retrouvée encerclée par les Japonais. La situation était mauvaise pour les Chinois. Les munitions sont de plus venues à manquer. Schipper a refusé de partir avec les 2 premières unités et a préféré rester et combattre. Il a été touché aux fesses et à la jambe. À la fin, quand les Japonais se sont approchés, ils l'ont vu et ils l'ont tué. Des milliers de personnes ont perdu la vie au cours de cette bataille. Hans Schipper est décédé à l'âge de 44 ans. Gumu, alors secrétaire de la branche du Shandong du comité central du PCC, lui a rendu hommage avec ces quelques mots. C'était un journaliste célèbre, mais il est mort en soldat. Il est venu d'Europe, mais a péri sur un champ de bataille de la guerre de résistance de la Chine contre le Japon. De nombreux amis étrangers ont contribué à la libération de la Chine, mais il a été le premier Européen à prendre les armes et il est mort avec l'uniforme de l'armée de la 8e route dans la bataille contre les fascistes. Et au cours de la lutte contre le fascisme, beaucoup de soldats travaillaient dans l'ombre et leur contribution n'a jamais été reconnue. Han Lejan est l'un d'entre eux. Cet artiste débordant d'enthousiasme révolutionnaire et patriotique a été surnommé le Picasso chinois. Il a été le premier adhérent issu de l'ethnie coréenne et également le premier artiste à entrer au Parti communiste chinois. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Han Lejan. Une salle commémorative a été mise en place. On y trouve beaucoup d'informations sur sa vie en tant qu'artiste et révolutionnaire. En 1919, une manifestation anti-japonaise a été organisée à Longjing, une ville située dans la préfecture autonome d'ethnie coréenne. Han Lejan, alors âgé de 21 ans, se trouvait au premier rang. En 1921, il a été reçu à l'école des beaux-arts de Shanghai, où il s'est lancé sur la voie révolutionnaire. En 1923, il a adhéré au Parti communiste chinois et en est devenu le premier membre d'ethnie coréenne. En tant qu'artiste révolutionnaire, Han Lejan a également passé 8 ans en Europe. Au cours de son séjour,
Il a participé à la lutte contre le fascisme organisée par le Parti communiste français et il n'a pas hésité à utiliser son pinceau comme arme pour promouvoir l'esprit de la paix. En 1929, Han Le-jan a commencé sa vie en Europe. Pendant 8 ans, il a voyagé dans plus de 10 pays comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Angleterre et l'Italie. Il est allé dans ces pays non seulement pour son dessin, mais aussi pour des activités de propagande et des enquêtes. En tant qu'étudiant pauvre, il n'avait pas les moyens de voyager dans tant de pays. Il avait sûrement des missions. Il s'agissait de missions de collecte d'informations pour la lutte contre le fascisme. Lors de sa 3e année en France, l'incident de Mukden a eu lieu en Chine. L'ambassade japonaise en Europe a alors encouragé les étudiants venant du nord-est de la Chine à rentrer chez eux pour travailler pour le Manchukuo. Il a publié avec 5 autres étudiants chinois en France une déclaration par laquelle il exprimait sa colère et son opposition à l'impérialisme japonais. Il a également travaillé pour la Fédération des Chinois résidant en Europe et a mobilisé des dotations pour la lutte contre les Japonais. Au cours de ses 8 années en Europe, Han Le-jan a également amélioré son niveau de dessin. Il a été beaucoup influencé par l'impressionnisme français et a enrichi ses connaissances des objets anciens et des musées. En octobre 1937, Han Le-jan a pris le bateau avec ses camarades et le général Yang Hucheng pour rentrer en Chine. À son retour, Han Le-jan a été envoyé à Wuhan dans la Fédération de la lutte contre les Japonais basée dans le nord-est de la Chine. Il s'occupait de la propagande et de la communication. C'était un révolutionnaire et un artiste très connu. Il a utilisé son talent artistique pour sa carrière révolutionnaire. Il a été le premier membre du Parti communiste de notre ethnie et nous a légué une grande richesse spirituelle. Je vais prendre exemple sur lui. Après avoir vu ces documents, je pense que c'est un excellent fils de l'ethnie coréenne, une fierté pour les habitants de Longjing. Son esprit nous encouragera toujours. Après la capitulation du Japon en 1945, Han Le-jan s'est engagé dans la découverte et la protection des arts de Tonghuang. Ses œuvres ont souvent pour thème la nature ou bien les scènes de travail. Il s'est beaucoup inspiré des minorités ethniques et des classes moyennes et ouvrières. Les gens qu'il décrit dans ses œuvres sont toujours optimistes quant à l'avenir. Comme par exemple dans son œuvre Avancer vers la lumière, où un couple et leur fille marchent durement dans les montagnes, mais lèvent leur tête vers l'horizon en avançant vers le soleil. Han Le-jan et les autres camarades qui travaillaient dans l'ombre étaient des gens qui semaient sans penser à la récolte. Pour moi, ce sont des gens qui avaient le sens des responsabilités, la responsabilité de sauver leur nation. C'étaient des esprits qui pouvaient faire face aux difficultés et à l'obscurité. Ces esprits peuvent encourager notre nation à avancer toujours, sous le soleil ou les épreuves. Han Le-jan est un artiste qui a fait preuve tout au long de sa vie d'un véritable engagement révolutionnaire. Sa vie est comme ce que son nom indique et ses œuvres montrent, il est toujours optimiste. Il a non seulement consacré sa vie à la révolution et à la paix, mais également laissé de nombreux trésors artistiques. Sept mois se sont écoulés depuis que la Chine a commencé la construction du premier réacteur de démonstration dans le cadre de sa propre technologie nucléaire de 3e génération. Le projet Hualong 1 dans la province chinoise du Fujian fait partie des efforts visant à parer aux coupures de courant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une marque fabriquée en Chine. Le Hualong 1, ces réacteurs nucléaires de 3e génération, excelle en comparaison de ses prédécesseurs. La sécurité de la technologie nucléaire chinoise fait partie des plus avancées au monde en termes d'innovation sur la sécurité nucléaire et d'établissement des standards de sécurité. Il a tiré les leçons des réacteurs de 2e génération lors de l'accident nucléaire de Fukushima et a ajouté des systèmes de sécurité passifs. Il utilise également une double enveloppe de confinement et peut résister au crash d'un grand avion de ligne et d'un séisme de magnitude 8. Avec 177 blocs de carburant assemblés dans le réacteur central, la puissance produite peut être accrue d'environ 10%. Le premier réacteur de démonstration Hualong 1 est construit dans le sud-est.
La centrale nucléaire de Fuqing est en train de construire un site modèle afin de présenter la puissance technologique nucléaire de Hualong 1. Cela ouvre un canal pour permettre aux technologies nucléaires chinoises de se développer sur la scène internationale. 2 de plus seront prochainement construits, un ici et un autre à Fangchenggang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine. Les entreprises chinoises du secteur nucléaire ont signé de gros accords en 2015 en vue de construire à l'étranger. Et les perspectives de coopération sont immenses. De nombreux pays sur la trajectoire de l'initiative Une ceinture et une route sont dans leur phase de développement économique. Ils ont une importante demande en énergie. Contrairement aux centrales travaillant avec les carburants fossiles, les installations nucléaires ne génèrent pas d'émissions. Les radiations à l'égard des personnes vivant à proximité durant une année sont plus basses qu'effectuer un vol en avion. Le concepteur en chef de Hualong 1 déclare que les déchets des centrales nucléaires sont strictement contrôlés. La technologie actuelle a réalisé cela et il y aura une meilleure technologie à l'avenir. L'industrie chinoise du nucléaire fait évoluer sa technologie. La recherche et la production de la 4e génération de réacteurs sont déjà en cours. En Chine, l'entrepreneuriat est favorisé, pas seulement dans les villes. Nos équipes ont filmé un programme de formation agricole et de cours de start-up Internet. Ce programme est dispensé à plusieurs milliers de jeunes des zones rurales de la province du Liaoning. Reportage. Âgé de 28 ans, Jiang Tingen a découvert le domaine professionnel qui lui correspond le mieux, à savoir la vente en ligne de spécialités locales telles que le riz et les crêpes chinois. Il y a quelques années, il débutait une carrière de vendeur. À l'heure actuelle, sa boutique hébergée sur le site internet Taobao, la version chinoise de eBay, compte 12 employés, 2 entrepôts et des commandes qui s'accumulent. Je pense que dans le cas du commerce en ligne, plus le produit est unique et plus il plaira aux acheteurs. Le succès de Jiang Tingen peut paraître banal, cependant peu d'entrepreneurs de start-up passent le cap de la première année, à plus forte raison lorsque ces entrepreneurs se trouvent en région rurale. Plus que jamais, le développement rural est lié à l'entrepreneuriat, mais à l'heure de la domination d'Internet, les jeunes des zones rurales désireux de mettre sur pied leur propre affaire commerciale se trouvent souvent bloqués par un budget et des connaissances limitées. Pour résoudre ce problème, un programme de formation agricole et de commerce électronique est aujourd'hui dispensé à des milliers de jeunes de Panjin. Aucune condition n'est exigée pour y participer, si ce n'est un fort désir d'ouvrir son propre commerce. Le programme dure 7 jours. Il couvre les domaines clés du commerce électronique, tels que l'image du produit, les services aux clients, les techniques promotionnelles et la logistique. Ce programme a aidé de jeunes entrepreneurs à obtenir les compétences et la connaissance dont ils ont besoin. Cependant, le manque de capital risque de contrarier leurs ambitions. Le gouvernement local a donc proposé plusieurs moyens de les motiver, dont des espaces de bureaux gratuits. Il a aussi ouvert un site internet, lieu de rencontre des investisseurs et des nouvelles entreprises. D'ailleurs, le programme de l'année prochaine sera encore mieux adapté. Le programme futur sera divisé en 4 parties. Chacune d'entre elles est dédiée à un groupe particulier de jeunes. Une partie pour ceux qui ne sont pas certains de devenir entrepreneurs, une autre pour ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, la troisième pour ceux qui viennent de commencer dans l'entrepreneuriat et enfin une dernière pour ceux qui exercent déjà mais qui veulent se développer. Dans le cadre de la campagne nationale de cette année et pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi, de nombreuses incitations sont proposées aux jeunes. Des jeunes qui tentent d'ouvrir leur propre entreprise au sein de plateformes financières et politiques comme Beijing ou Shanghai. Par ailleurs, le pays ne veut pas que les régions rurales soient à la traîne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.